Il y a des instants où tu as l'impression d'être à découvert. Comme si tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, était déjà anticipé, déjà compris, presque utilisé contre toi. Et puis, à d'autres moments, c'est exactement l'inverse, les autres deviennent illisibles. Leurs regards se ferment, leur silence dérange, leurs intentions t'échappent. Tu avances à l'aveugle, avec ce léger malaise de ne pas savoir à quoi t'attendre. C'est précisément dans cet espace fragile, entre trop se dévoiler et ne rien comprendre, que naissent la plupart de nos erreurs, mais aussi nos plus grandes prises de conscience. Aujourd'hui, je te propose qu'on s'arrête ensemble pour explorer une compétence essentielle, souvent sous-estimée, mais profondément transformatrice, apprendre à lire les autres avant d'agir. Et non, il ne s'agit pas de manipuler, mais de voir clair. C'est plutôt une invitation à développer une attention plus fine, une écoute plus profonde, une compréhension plus humaine de ce qui nous entoure, pour naviguer dans le monde avec moins de heurts et plus de clairvoyance. Si cette exploration de la nature humaine te parle, si tu sens que décrypter le monde social sans cynisme mais avec lucidité pourrait t'aider, alors je t'invite vraiment à rester avec moi jusqu'au bout de ce récit. Ce serait un plaisir de t'avoir à mes côtés pour ce voyage, et si le cœur t'en dit, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains dialogues. Partager cette heure avec d'autres personnes à qui cela pourrait profiter, ou laisser un commentaire sur ton ressenti, ce serait aussi une belle façon de faire vivre ces réflexions. Mais pour l'instant, installe-toi confortablement, et laissons-nous le temps de plonger. Imagine-toi dans une situation toute simple. Tu entres dans une pièce où se tient une réunion, ou une fête. Avant même de prononcer un mot, tu as déjà envoyé une multitude de signaux, et tu en as reçu tout autant. La posture des corps, les regards qui se croisent ou qui évitent de se croiser, les sourires, les silences un peu trop appuyés, les rires un peu trop forts. Tout cela constitue un texte vivant, mouvant, que tu peux apprendre à lire. Ce n'est pas une science exacte, bien sûr. C'est un article. Un art qui consiste à interpréter les signes que les gens émettent, souvent inconsciemment, et à comprendre les forces invisibles qui animent un groupe, une relation, un échange. Un penseur de la Renaissance, Nicolas Machiavel, a passé une grande partie de sa vie à observer ces dynamiques, non pas dans les salons, mais dans les cours des princes, là où le pouvoir se jouait et se perdait dans un clin d'œil. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas la morale théorique, mais la réalité pratique des comportements humains. Il avait compris que pour agir, pour durer, pour influencer, il fallait d'abord et avant tout comprendre. Comprendre ce qui motive les gens, ce qu'ils craignent par-dessus tout, ce qu'ils désirent secrètement, et comment ils cherchent à se présenter au monde. Sa grande leçon, souvent mal interprétée, n'est pas « sois cruel », mais « sois lucide ». Sois lucide sur la nature de ceux qui t'entourent, et sois lucide sur ta propre nature aussi. Car lire les autres, ce n'est pas simplement une technique extérieure. C'est un processus qui commence par un retour sur soi. Comment peux-tu espérer comprendre les émotions d'autrui si tu es toi-même submergé par les tiennes? Comment discerner la peur dans le regard de quelqu'un si ton propre cœur bat la chamade? C'est là qu'une autre tradition de pensée, plus intérieure, peut nous éclairer. Les philosophes stoïciens, par exemple, insistaient sur la nécessité de cultiver un esprit stable, comme un lac calme, pour refléter la réalité avec fidélité, sans que nos propres troubles ne viennent déformer l'image. Sénèque parlait de cette nécessité de se retirer en soi-même pour mieux revenir vers les autres. Ce n'est pas un retrait du monde, c'est une préparation. Avant de vouloir lire le livre des autres, il faut apprendre à lire le sien propre, à reconnaître ses propres biais, ses propres réflexes de défense, ces petites voix intérieures qui projettent nos insécurités sur les visages qui nous font face. Combien de fois as-tu interprété un silence comme un rejet, alors qu'il n'était que l'expression d'une préoccupation ailleurs? Combien de fois as-tu vu de l'hostilité dans un froncement de sourcils qui n'était que le signe d'une mauvaise lumière, ou d'une migraine qui commence? Mais revenons à cette pièce, à cette réunion. Machiavel aurait sans doute porté son attention sur les rapports de force. Qui cherche à dominer la conversation? Qui écoute vraiment? Qui regarde la porte, manifestant un désir de fuite? Qui cherche l'approbation du leader, quel qu'il soit? Il ne s'agit pas de juger, mais de constater. Ces dynamiques sont les courants sous-marins qui font dériver les navires. Les ignorer, c'est risquer de s'échouer. Les comprendre, c'est pouvoir ajuster ses voiles, choisir le moment de parler, le ton à employer, la personne à qui s'adresser en premier. Cela ne relève pas de la manipulation mesquine, mais d'une intelligence situationnelle. C'est la différence entre parler dans le vide et être entendu. Entre agir à contretemps et saisir le astérisque kéro astérisque, ce moment opportun dont parlaient les Grecs, cette fenêtre fugace où l'action a le plus de chances de porter ses fruits. Prenons un exemple plus intime. Une conversation difficile avec un proche. Tu arrives, chargé d'une intention, d'une demande, peut-être d'un reproche.
Si tu te précipites, si tu déballes immédiatement ce qui te pèse, sans avoir pris le temps de lire l'état de l'autre, que se passe-t-il? Trop souvent, la discussion déraille. Parce que tu n'as pas vu la fatigue sur son visage. Parce que tu n'as pas perçu l'inquiétude sous-jacente à ses réponses courtes. Parce que tu as interprété son manque d'enthousiasme comme de l'indifférence, alors qu'il s'agissait peut-être de honte ou de confusion. Lire l'autre, dans ces moments-là, c'est faire une pause. C'est poser son propre agenda mental pour un instant. C'est observer. Écouter vraiment, au-delà des mots. Comment vas-tu, vraiment? Cette question simple, posée avec une sincérité calme, peut t'ouvrir un espace totalement différent. Elle permet de calibrer ton action, ton discours, sur la réalité de la personne en face de toi, et non sur l'idée que tu t'en faisais. Machiavel, dans un contexte bien plus brutal, disait qu'un prince devait être à la fois lion et renard. Le lion pour la force, le renard pour la ruse. Mais on oublie que la ruse du renard, dans sa pensée, c'est d'abord la capacité à déceler les pièges, à flairer le danger, à comprendre les intentions cachées. Dans notre vie quotidienne, le piège n'est pas la trahison d'un rival, mais le malentendu, la frustration accumulée, la relation qui se dégrade parce qu'on a agi en aveugle. Et puis, il y a cette dimension si importante de l'image sociale. Nous vivons dans un monde d'images, plus que jamais. Chacun construit un personnage, une façade, un récit de soi à destination des autres. Les réseaux sociaux ne font qu'exacerber et rendre visible un phénomène qui est vieux comme le monde. Machiavel l'avait parfaitement saisi, l'apparence est un élément crucial du pouvoir. Ce n'est pas que la réalité n'a pas d'importance, c'est que la perception qu'en ont les autres est une réalité en soi, avec ses propres effets. Savoir lire les autres, c'est donc aussi percer à jour, avec bienveillance, ses façades. Comprendre que la personne qui affiche une confiance inébranlable peut être rongée par le doute. Que celle qui semble toujours d'accord peut nourrir en secret de profondes réserves. Ce n'est pas pour la démasquer cruellement, mais pour entrer en contact avec l'être humain derrière le rôle. Pour agir non pas avec le personnage, mais avec la personne. Cela demande une grande délicatesse. Parfois, la façade est une protection nécessaire. La démonter brutalement serait une violence. Mais la reconnaître pour ce qu'elle est, c'est déjà établir une connexion plus authentique. C'est comme si tu disais, sans mots, je vois que tu joues ce rôle, je respecte ton besoin de le jouer, et je suis là pour toi, au-delà du rôle. Cela nous amène à un point central, la peur. Machiavel considérait que la peur était un moteur bien plus puissant et durable que l'amour dans les relations de pouvoir. Là encore, il ne le recommandait pas, il le constatait. Dans nos vies, la peur est omniprésente, sous des formes moins dramatiques. Peur du jugement, peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'inconnu. Savoir lire les autres, c'est souvent détecter les peurs qui les animent. Et souvent, les comportements qui nous blessent ou nous déroutent sont pilotés par la peur. Une colère soudaine peut cacher une peur panique d'être jugé incapable. Un cynisme affiché peut masquer une peur d'être déçu, de se montrer vulnérable. Une fuite en avant dans le travail peut être le refuge face à une peur du vide intérieur. Quand tu commences à voir ces peurs, ton regard change. La personne en face de toi n'est plus un adversaire ou un obstacle, mais un être vulnérable, comme toi. Ton action s'en trouve transformée. Au lieu de réagir à l'agressivité par l'agressivité, tu peux chercher à apaiser la peur sous-jacente. Au lieu de te sentir rejeté par un silence, tu peux t'interroger sur ce qui, chez l'autre, rend l'échange difficile à ce moment précis. C'est un travail de tous les instants, qui ressemble à celui d'un musicien qui affine son oreille. Au début, tu ne distingues que les notes les plus évidentes, les émotions criardes, la colère, la joie exubérante. Puis, petit à petit, tu deviens sensible aux demi-tons, aux harmonies subtiles, au silence entre les notes qui ont autant de signification que les sons eux-mêmes. Tu commences à percevoir la mélancolie derrière un sourire, l'espoir têtu derrière un discours désabusé, la loyauté discrète derrière un apparent détachement. Cette acuité, elle se cultive par la présence. Être présent, vraiment, à la conversation. Ne pas être déjà en train de formuler ta réponse dans ta tête pendant que l'autre parle. Être dans l'observation, dans la réception. C'est épuisant au début, car nous sommes conditionnés pour agir, pour produire, pour répondre. Mais avec le temps, cela devient une seconde nature, une manière d'être au monde qui est infiniment plus riche et plus paisible. Je pense à ces figures qui, à travers l'histoire, ont incarné cette capacité de lecture fine. Pas seulement Machiavel l'observateur politique, mais aussi un romancier comme Marcel Proust, disséquant les mobiles les plus infimes de ses personnages, montrant comment nos actions sont rarement le fruit d'une seule motivation, mais d'un entrelac complexe de désirs, de souvenirs et de projections. Ou encore, dans un registre différent, les grands négociateurs,
ceux qui parviennent à désamorcer des conflits apparemment insolubles. Leur premier outil n'est pas la rhétorique, mais l'écoute active. Ils passent des heures, parfois des jours, à écouter toutes les parties, à chercher non pas ce qui est dit, mais ce qui n'est pas dit, les besoins non exprimés, les peurs inavouées qui bloquent toute issue. Leur action, quand elle vient, est d'une précision chirurgicale parce qu'elle est informée par cette lecture approfondie. Dans ton quotidien, cela peut prendre des formes très simples. Au travail, au lieu de t'imposer immédiatement dans un projet, prends le temps d'observer la dynamique de l'équipe. Qui a de l'influence informelle? Qui est le gardien de la morale du groupe? Qui a les compétences techniques mais n'ose pas s'exprimer? En agissant avec cette compréhension, tes propositions auront bien plus de chances d'être adoptées, car elles tiendront compte du terrain réel, et non d'un organigramme théorique. En famille, cela peut signifier deviner, derrière les crises d'un adolescent, un besoin non pas de liberté absolue, mais de reconnaissance et de responsabilité. En amour, cela peut être percevoir, derrière une demande apparemment banale, un besoin plus profond de sécurité affective. Bien sûr, cette lecture n'est pas une science infaillible. Nous nous trompons, nous projetons, nous interprétons mal. L'important n'est pas d'avoir toujours raison, mais d'adopter une posture d'humilité et de curiosité. De considérer tes hypothèses sur les autres comme des hypothèses, pas comme des vérités. Et de les vérifier, parfois par une question douce, parfois simplement par une observation plus poussée. C'est un dialogue constant entre ton intuition, tes observations, et les feedbacks que le monde te renvoie. Machiavel lui-même disait que la fortune, c'est-à-dire le hasard des événements, contrôlait la moitié de nos actions, mais que l'autre moitié, nous la laissions à notre libre arbitre. Cette moitié, c'est précisément notre capacité à nous adapter, à ajuster notre conduite en fonction de la lecture que nous faisons des circonstances et des hommes. Ne pas subir le flot des événements, mais y nager en connaissant les courants. Et puis, il y a un bénéfice secondaire, immense, à développer cette attention aux autres. Elle te libère paradoxalement de l'obsession de toi-même. La timidité, la peur du jugement, cette sensation d'être constamment sur scène sous des projecteurs aveuglants, tout cela vient d'une focalisation excessive sur sa propre image. Que vont-ils penser de moi? Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je suis à la hauteur? Quand tu déplaces ton attention vers l'autre, quand tu deviens curieux de son monde intérieur, de ses signes, de son histoire silencieuse, cette voix anxieuse en toi s'apaise. Tu sors du petit théâtre de ton ego. Tu entres dans la complexité et la richesse du monde humain. Tu deviens moins réactif, plus réfléchi, moins impulsif, plus stratégique au bon sens du terme. Et cette stratégie n'a pas pour but d'exploiter, mais de construire, de connecter, de résoudre. Imagine un jardinier. Un jardinier inexpérimenté arrache tout ce qui lui semble être une mauvaise herbe, arrose abondamment sans distinction, et s'étonne que son jardin dépérisse ou devienne chaotique. Un jardinier expérimenté, lui, passe du temps à observer. Il apprend à reconnaître chaque plante, ses besoins spécifiques en soleil et en eau, ses cycles, ses signes de faiblesse ou de maladie. Il sait qu'une plante qui semble flétrie le midi peut simplement se protéger de la chaleur, et n'a pas besoin d'un arrosage urgent. Il sait que certaines mauvaises herbes peuvent en réalité protéger le sol. Son action, lorsqu'elle intervient, est mesurée, précise, adaptée. Elle est efficace parce qu'elle est fondée sur une lecture fine et patiente de la vie qui est devant lui. Nous sommes, d'une certaine manière, des jardiniers des relations humaines. Nos actions brutales, nos interventions mal calibrées, nos paroles lancées à contretemps, sont souvent le fruit de notre ignorance. Nous n'avons pas su lire le jardin. Cela demande de la patience. Dans un monde qui valorise la rapidité, l'action immédiate, la réactivité à tout prix, prendre du temps pour observer avant d'agir peut sembler contre-intuitif, voire passif. Mais c'est une illusion. Cette pause, cette collecte d'informations, cette lecture, c'est la partie la plus active de l'action. C'est le temps où tu prépares ton coup, où tu alignes tes intentions avec la réalité du terrain. Un général ne lance pas ses troupes à l'aveugle. Il envoie des éclaireurs. Il étudie la carte, le temps, le moral de ses hommes et de l'ennemi. Notre vie n'est pas une guerre, heureusement, mais le principe est le même. Agir sans cette reconnaissance préalable, c'est gaspiller son énergie, et souvent, créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Je voudrais maintenant aborder un aspect plus sombre, mais essentiel. Parfois, lire les autres, c'est aussi voir leurs limites, leurs faiblesses, et leur potentiel de nuisance. Machiavel ne se faisait pas d'illusions sur la nature humaine. Il savait que l'ingratitude, l'égoïsme, la lâcheté existaient et devaient être prises en compte. Dans notre quête de compréhension, il ne s'agit pas de se bercer d'illusions angéliques. Lire les autres, c'est aussi être capable de détecter la malhonnêteté, la manipulation, la jalousie toxique.
Non pas pour y succomber ou pour devenir paranoïaque, mais pour se protéger, pour poser des limites, pour choisir ses batailles. C'est une forme de sagesse pratique. Savoir, par exemple, qu'une personne a tendance à trahir les confidences, te permet de ne pas lui confier un secret crucial. Ce n'est pas de la méfiance maladive, c'est du bon sens éclairé par l'observation. C'est comprendre que, comme le disait le philosophe Thomas Hobbes, dans l'état de nature, la vie de l'homme est solitaire, pauvre, nasty, brutish, and short, solitaire, pauvre, désagréable, bestiale et courte, et que même dans la société civile, certains de ces travers persistent. Les ignorer, c'est s'exposer inutilement. Mais il ne faut pas rester dans cette vision trop sombre. Car lire les autres, c'est aussi et surtout voir leur beauté, leur courage discret, leur bonté silencieuse. C'est remarquer la collègue qui prend systématiquement la défense des nouveaux, le voisin qui ramasse les déchets des autres sans faire d'histoire, l'ami qui se souvient toujours de la date qui était importante. Ces actions ne crient pas, elles chuchotent. Et pour les entendre, il faut faire le silence en soi. Il faut être attentif. C'est cette lecture-là qui nourrit la confiance et l'optimisme raisonné. Elle te montre que le monde n'est pas seulement un champ de bataille, mais aussi un tissu de solidarités invisibles, de petits héroïsmes ordinaires. Agir en tenant compte de cela, c'est choisir de renforcer ce tissu, de faire partie de ses forces de construction. C'est participer à une alchimie humaine bien plus puissante que toutes les stratégies de pouvoir. Au fond, cette capacité à lire les autres est le fondement même de l'empathie véritable. L'empathie n'est pas juste se mettre à la place de l'autre, de manière abstraite. C'est un travail concret de décodage. C'est dire, ton visage se ferme quand je parle de cela, ta voix devient monocorde, tes mains sont agitées. Que se passe-t-il pour toi? C'est cette observation fine qui permet de toucher juste, de proposer un soutien qui soit réellement utile, et non un soutien générique qui nous fait du bien à nous, mais pas à l'autre. C'est ce qui transforme une intention bonne en une action bonne. Nous approchons du terme de notre conversation, et j'espère que tu ressens maintenant la densité et l'importance de ce simple précepte. Savoir lire les autres avant d'agir. Ce n'est pas une recette magique pour réussir tout ce qu'on entreprend. C'est une boussole pour naviguer dans l'océan, souvent agité, des relations humaines. Une boussole qui t'évite de t'échouer sur les récifs des malentendus, qui te guide vers les ports des connexions authentiques, et qui te permet de garder le cap même dans la tempête des émotions, les tiennes et celles des autres. Machiavel, en observant froidement les princes, cherchait à donner des conseils pour conserver le pouvoir. Toi et moi, nous ne cherchons pas à conserver un pouvoir sur les autres, mais à construire un pouvoir sur notre propre vie, le pouvoir d'agir avec justesse, le pouvoir de ne plus être ballotté par les réactions impulsives, le pouvoir de bâtir des relations solides et vraies. Le pouvoir, finalement, de vivre avec plus de conscience et moins de regrets. Alors, en partant de cette heure partagée, je te lance une invitation. Celle de pratiquer, tout simplement. La prochaine fois que tu te trouveras dans une situation sociale, quelle qu'elle soit, prends 2 minutes, juste 2 minutes, pour observer avant de plonger. Regarde les gens. Écoute les tonalités. Sens l'atmosphère. Et note, intérieurement, ce que tu perçois. Sans jugement, sans précipitation. Comme un scientifique bienveillant qui étudierait l'espèce humaine avec curiosité et respect. Tu seras peut-être surpris de voir à quel point cette simple pause change la qualité de ton intervention, de ta parole, de ton action. Elle te rend présent, et c'est dans cette présence que réside ton plus grand pouvoir d'action. Je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps, ce long temps de réflexion avec moi. Si ces paroles ont résonné en toi, si tu sens que cette voie de la lecture et de l'action lucide est une voie que tu souhaites explorer plus avant, alors je serai vraiment heureux de t'accueillir pour la suite du voyage. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces dialogues qui cherchent à éclairer les chemins de nos vies intérieures et sociales. Active la petite cloche de notification, car nous irons encore plus loin dans ces explorations, en abordant d'autres facettes de la force tranquille et de l'intelligence du réel. N'hésite pas à partager cette réflexion avec quelqu'un à qui elle pourrait parler, et si tu as des pensées, des expériences à partager, les commentaires sont là pour cela, c'est un espace d'échange précieux. Prends soin de toi, cultive cette attention bienveillante, et souviens-toi, le monde est un texte à déchiffrer, mais tu n'es pas seul à le lire. À très bientôt.